Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Il faut bien que l'État prospère, puisqu'il puisse nous donner des services régaliens magnifiques de santé, d'éducation et autres, qui font de la France le premier pays au monde du point de vue des services publics. Pardon, oui, d'accord. Bon, écoutez, on parle d'autre chose. Voilà. Donc, le projet de loi de finances pour 2025 reprend le compromis trouvé vendredi par les 7 sénateurs et les 7 députés réunis en commission mixte paritaire. Taxation temporaire des hauts revenus, baisse des crédits de l'aide médicale d'État à l'AME, maintien de 4000 postes d'enseignants. Donc, on fait le point et on fait le point avec Marc Toiti, qu'on est toujours... Bonjour Marc, bonjour, on est toujours heureux de vous recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, conseiller économique de la plateforme eToro, Toro, et votre chaîne YouTube qui a plus de 200 000, presque 250 000 abonnés, Marc Toiti TV. Merci. Alors, Marc, vous avez regardé un peu les tenants et aboutissants de ce budget 2025. Alors, est-ce qu'on va aller, parce que ça fait toujours, vous arrivez et en bonne Cassandre, vous dites c'est plus possible, les dettes, les déséquilibres de l'État, etc. Ne parlons pas de ça, mais quand même, est-ce qu'on va réduire ce fameux déséquilibre et sa fameuse dette avec ce budget? Est-ce que ce budget prend le taureau par les cornes? Bien malheureusement, non. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, c'est un budget qui est tout simplement catastrophique. Je dis juste un chiffre. Ah ouais. Bah oui, on vous dit, c'est un budget de rigueur. Oh là là, on réduit la dépense publique. On fait des économies ici ou là. Mais regardez les chiffres de la Cour des comptes, officielle. La dépense publique, selon ce budget 2025, tenez-vous bien André, elle augmente. Elle augmente. Elle augmente de 41 milliards d'euros. Donc quand on vous dit que ça baisse, c'est un mensonge éhonté. Elle augmente, ce qui veut dire on va avoir au total 1700 milliards d'euros de dépenses publiques en France. Voilà. Fin 2025, vous voulez dire? Fin 2025, dans l'année 2025. Dans l'année 2025. Ça, si tout va bien. Si tout va bien, parce que, évidemment, le gouvernement annonce une croissance de 0,9%. Il a déjà révisé un petit peu à la baisse. Et comme par miracle, il nous dit, mais malgré cela, le déficit public va quand même baisser à 5,4% du PIB. Et là, je vous le dis, c'est du Bruno Le Maire, mais en plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous vous souvenez, ici même, je pense, quand Bruno Le Maire annonçait également 5% de déficit, je vous avais dit, non, on va faire au moins 6%. Effectivement, on a fait même plus de 6% en 2024. Ça sera pareil en 2025. J'ai fait mes calculs très simples. Oui, je suis pas un devin. J'essaie juste de faire des petits calculs. On aurait une croissance de 0,5 à 0,9% dans le meilleur des cas. Je vous ai dit, les dépenses qui continuent d'augmenter, les impôts qui vont un petit peu augmenter, mais surtout en augmentant, ça va casser l'activité économique. Donc on va réduire l'assiette fiscale. Ouais. Donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales. Donc très clairement, en étant optimiste, André, nous allons avoir un déficit public d'au moins 6% du PIB cette année. Et ce qui est dramatique, c'est que nous sommes d'ores et déjà en 2024, le numéro 1 de la zone euro. Il n'y a pas un pays dans la zone euro qui fait un déficit public supérieur à nous. Je ne parle même pas des dépenses, là. On est numéro 1 du monde dans les dépenses. Mais sur le déficit public, et donc c'est là, on est la risée du monde, si vous voulez. Regardez, même l'Italie, qu'on jetait aux orties il y a encore quelques mois, l'Italie a réduit son déficit, on est à 3,5% du PIB, et cette année, en 2025, ils ont voté une baisse de 30 milliards d'euros des impôts. Vous voyez, tous les pays du monde sont en train de baisser les impôts, sauf nous, on continue de les augmenter, on va pressuriser les Français, malheureusement, on va tout simplement, on va casser ce peu d'activité que nous avons. On a eu les chiffres la semaine dernière du PIB. Le PIB a baissé au 4e trimestre. Ça va continuer au 1er trimestre 2025. Donc nous sommes dans une récession et nous on continue d'augmenter les impôts. C'est tout simplement dramatique. Mais alors je comprends pas. Alors ils disent, regardez, effort budgétaire demandé aux collectivités locales qui a été maintenu à 2,2 milliards d'euros. Les coupes dans des budgets de plusieurs ministères qui vont se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois. Alors le budget des sports, oui, il a été sanctuarisé. Lui. Alors, effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors, il y a aussi la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Alors, je voudrais qu'on parle de ça. Oui. Ces contributions exceptionnelles, ces réductions, tout ça, c'est rien. Non, mais encore une fois, les réductions, c'est par rapport à ce qui était prévu. Ça veut dire, on avait prévu d'augmenter de X%. En fait, finalement, on va augmenter de X moins 0,3%. Donc, ça va quand même augmenter, mais moins que ce qui était prévu. C'est ça. Et quand, effectivement, en contribution à l'augmentation des impôts, encore une fois, ça, c'est le b.a.-ba de l'économie. Vous croyez que tous ces grands groupes vont se laisser faire? Ça, c'est très dangereux. Parce qu'évidemment, mais pas que les grands groupes, parce que, encore une fois, tout le monde va payer plus d'impôts. On dit, oui, c'est les grands groupes, mais qui va payer à la fin de la facture? Ce sont évidemment les PME. On dit c'est les plus riches qui vont payer, mais non, c'est tous les Français. Ça va se répercuter. Exactement, oui, c'est ça le drame. Et donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous les projets d'investissement aujourd'hui, je me balade beaucoup en France comme d'habitude, comme vous le savez, dans mes conférences. Je vois ce que me disent les chefs d'entreprise. On arrête nos activités, tous les carnets de commandes ont été gelés, etc. Donc
nous avons un gouvernement qui est hors sol. Disons le mot, il y a quelques jours, le ministre de l'économie a quand même dit qu'en France, il fallait baisser la rentabilité des entreprises. Oui, vous vous rendez compte ? c'est intéressant. Nous avons des sommets historiques de défaillance d'entreprises. Chiffre de la Banque de France, on a quasiment 70 000 défaillances d'entreprises. Même les grandes entreprises sont concernées par les défaillances d'entreprises, donc ça veut dire des faillites, tout simplement. Et on nous dit non, il y a trop de rentabilité, il faut encore la baisser. Encore une fois, on ne parle pas des grands groupes, puisque pour les grands groupes, 80% de leurs profits sont faits à l'étranger. Oui, moi, je vous parle des PME, des TPE françaises. C'est elles qui sont en danger, parce que quand un grand groupe, eh bien, il n'investit plus en France, eh bien, tous les fournisseurs, notamment les PME, les petites entreprises, eh bien, évidemment, n'ont plus d'activité. Et donc ensuite, s'il y a des faillites d'entreprises, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du chômage. Regardez le chômage, là aussi, les chiffres viennent de sortir il y a quelques jours pour toute l'Union européenne. En France, le taux de chômage a augmenté à 7,8% au mois de décembre, alors qu'on est à 6,3% en moyenne dans la zone euro. On est numéro 5 de toute l'Union européenne en termes de taux de chômage. Et encore, ça c'est le taux de chômage de catégorie A. Si on prend tous les chômeurs, toutes les catégories, on est à 16,5%. Taux de chômage des jeunes, regardez les moins de 25 ans, on est à 20,4%. On n'arrête pas effectivement de nous dire oui, on fait des aides, etc. ici ou là. Taux de chômage des moins de 25 ans, donc 20,4%, l'un des plus élevés de l'Union européenne. C'est pas sérieux. Et malgré cela, on nous dit non mais tout va bien, le budget est passé, donc ça y est, la France est sauvée. C'est maintenant qu'elle va avoir lieu la sanction. Alors justement, alors regardez, parmi les innovations, ou en tout cas les adoptions d'un budget de 2025, il y a la hausse des frais de notaire, je le donne dans le désordre, le triplement de la taxe des billets d'avion, vous avez vu ça, le malus pour les autos thermiques, encore une fois, malus alourdi, exactement. TVA chaudière qui passe de 5,5 à 10%, taxe sur les transactions financières, et les grandes entreprises, donc le taux passe de 25 à 37%. Et avec tout ça, on n'y arrive pas. Non, parce qu'encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tout ça, ça va casser l'activité économique. Donc, vous savez, c'est ce qu'on n'a pas en première année d'économie. J'ai été prof à la fac pendant pas mal d'années. C'est vrai qu'on dit aux étudiants, vous savez, si vous augmentez les impôts, surtout en France, on est numéro 1 du monde des impôts, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique. Donc, vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, c'est joué d'avance. Là, ils font un calcul incroyable. Ils disent, voilà, on prend une masse de 100, on augmente les impôts de X% et on applique ça au 100. Mais non, parce qu'il ne va pas avoir 100, il va avoir 90. Parce qu'on va casser l'activité. Donc, on va ponctionner plus, mais vous voyez, encore une fois, un gâteau plus petit. C'est du b.a.-ba. C'est du bon sens. Comment nos dirigeants, qui sont quand même très intelligents, n'arrivent pas à comprendre cela ? Parce que justement, ils ne veulent pas réduire la dépense publique. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ces dernières années, qu'est-ce qui a le plus augmenté dans la dépense publique ? C'est même pas le social. Ce sont les dépenses de fonctionnement. Absolument, qui ont vous l'avez augmenté dit. de Vous 16%, le dites, je le dis à chaque fois. Mais ça, c'est dramatique parce que quand on est un ménage ou une entreprise, eh bien, si on a des difficultés financières, là aussi, c'est du bon sens. On réduit ses dépenses de fonctionnement. On va moins au resto, etc. Là, non, c'est l'inverse. On les augmente davantage. En fait, Bayrou, il fait du Barnier, c'est Barnier, quoi. C'est un peu la même chose. Il va plus loin, parce que. Mais encore une fois, moi, ce qui me choque, parce que encore une fois, on avait soi-disant un gouvernement de centre droit. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, de centre droit. Mais le problème, c'est que là, disons-le, c'est un budget très marqué à gauche pour faire plaisir au PS. Donc, on va continuer comme ça à combien de temps ? Parce que là, justement, à vouloir faire plaisir à tout le monde, on va faire plaisir à personne. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Parce que les résultats, pour éviter une motion de censure, on est en train de sacrifier finalement l'avenir de la France. Encore une fois, je le répète, la France est le seul pays qui ne tient pas ses engagements et le seul pays à avoir un déficit public aussi élevé. Et donc la sanction, ça ne sera pas la motion de censure. La sanction, ça va être dans quelques semaines, peut-être quelques mois maximum, la dégradation de la note de la France. On va tomber à simple A. Et là, par rapport aux investisseurs étrangers et autres, on sait très bien ce que ça va donner. Même pour les Français, les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va évidemment casser l'activité économique. Et j'ai envie de dire, c'est triste à dire, mais peut-être que c'est ce qu'il nous faut pour qu'on comprenne ce qui est en train de nous arriver. Nous fonçons dans le mur, on y est presque. En fait, c'est atterrissage en crash. Moi, j'aimerais éviter ça. Moi, ça fait 25 ans que j'ai vu tous les dirigeants français, je leur ai toujours dit, bon, ça serait bien qu'on se réforme dans la douceur, sinon on va le faire dans la douleur. Voilà. Et comme on n'a pas pu le faire dans la douceur, on n'a pas voulu le faire. Peut-être qu'il serait pas mal d'avoir quelques chefs d'entreprise dans ces gouvernements politiques. Oui, non, c'est surtout, encore une fois, du bon sens. Parce qu'il faut également, je dirais, un contact avec le terrain, c'est très important. Bien sûr. Il faut réduire massivement toutes ces dépenses publiques et surtout faire preuve de bon sens. C'est ça qui aujourd'hui est dramatique quand on voit que malheureusement, c'est encore une fois nos petites entreprises, nos PME qui vont souffrir. Mais alors, il y a aussi, je voudrais parler de ça quand même, les auto-entrepreneurs. Nos vont souffrir. De ça,
radio là. On peut dire ce qu'on se met. Il est prévu que le projet de budget des auto-entrepreneurs abaisse le seuil de TVA de 37 500 € de chiffre d'affaires annuel à 25 000 €. C'est-à-dire que quelqu'un, il gagne 2 000 € par mois, chiffre d'affaires, hein, pas bénéfice, il va payer la TVA. Mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, il y avait une sorte de franchise de TVA, et donc jusqu'à 37 000 €, même 85 000 € pour les activités d'achat-revente, et à ce moment-là, il n'y avait pas d'obligation. Ni de faire payer la TVA au client, ni de la déclarer, hein, donc de la reverser. Parce que la TVA, comment ça se passe? En fait, le consommateur paye ou le client paye, après on reverse ça à l'État. Là, il n'y avait pas besoin de le faire. Donc ce qui veut dire que si maintenant on abaisse le seuil donc à 25 000 € pour tout le monde, hein, donc pour tout le monde, beaucoup d'auto-entrepreneurs, ça va être la douche froide. Donc soit ils répercutent les 20% de TVA sur les prix de vente. Donc ça veut dire que ils facturent 25 plus TVA, ou alors ils gardent leur même prix, mais ça veut dire que eux vont devoir payer les 20%. Donc dans tous les cas, ça va être compliqué, parce que justement le statut d'auto-entrepreneur. Alors il y avait aussi parfois, disons-le, il y a eu des arnaques aussi. Certains ont créé des entreprises, c'est comme ça un petit peu. Enfin, la plupart honnêtement ont fait autre chose. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, c'est de la schizophrénie, parce que d'un côté, on veut favoriser justement les auto-entrepreneurs, et puis de l'autre côté, finalement, on est en train de leur dire ah ben non, on va vous empêcher finalement de vous développer. Donc c'est vrai que c'est assez dangereux, mais ça montre encore une fois la panique. C'est comme ils n'ont pas de courage, mais ils n'ont pas le courage de réduire vraiment la dépense. Dites-moi, pour d'autres professions, parce que là on dit 37 500 € pour les auto-entrepreneurs, mais il y a des professions qui ont un chiffre d'affaires qui ne payent pas la TVA pour un chiffre d'affaires supérieur, m'avez-vous dit, Marc Toiti. 85 000 € pour les activités d'achat-revente de marchandises, 50 000 € pour les avocats, les artistes, interprètes et les auteurs. Donc, intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc jusqu'à 50 000 €, les artistes, interprètes, les auteurs et les avocats ne payent pas de TVA. Voilà, c'est-à-dire ils n'ont pas à récolter ou à réallouer la TVA à l'État. Donc là, évidemment, ils vont devoir le faire. Après, il y a aussi les tracasseries administratives. Ça veut dire que il va falloir récolter la TVA, la reverser à l'État. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper, parce que si vous vous trompez, évidemment, il y a les contrôles qui arrivent et autres. Bon, enfin, c'était pas le but de l'auto-entrepreneur, justement. C'était de faciliter justement la création d'entreprises. Je regardais les chiffres, il y a quand même aujourd'hui 2,8 millions d'auto-entrepreneurs en France. Donc ça concerne beaucoup de monde. 2,8 millions, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est-à-dire, vous imaginez, ces 2,8 millions, s'ils font à partir de 25 000 €, qu'ils le sachent, ils vont devoir payer la TVA. C'est comme ça qu'on fait la confiance dans ce pays. C'est comme ça, on n'a pas de la confiance. Mais pour tout vous dire, voilà, en venant ici, j'ai pris un taxi qui, lui, donc est auto-entrepreneur. Il me l'a dit. Il est au courant. C'est-à-dire que, donc il dit comment on va faire. Donc c'est simple. C'est-à-dire que là, on s'attaque au quotidien, effectivement, des Français. Et c'est ça qui est dommage. Que disait Pompidou il y a très longtemps, les 60, il faut arrêter d'emmerder les Français. Exact. Et nous, on n'a toujours pas compris. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que veulent les Français, enfin, au sens large, c'est pas des aides, c'est pas des dépenses ici ou là. Non, c'est qu'on les laisse vivre, qu'on nous laisse entreprendre, qu'on nous laisse finalement réussir. Mais le drame, c'est que voilà, on le voit en France, la réussite n'est pas valorisée, et on n'arrête pas justement de dire voilà, il faut faire payer les riches, etc. Mais je vous rassure, non, je vous inquiète. Malheureusement, à la fin, c'est pas les riches qui payent. C'est toujours la classe moyenne. La classe moyenne qui s'appauvrit d'année en année. Et ça, c'est quand même le résultat d'une politique dramatique. C'est pas qu'aujourd'hui, ça fait des décennies que ça dure. Et donc, c'est ça qui est très triste. Regardez, tous les pays aujourd'hui du monde sont en train de baisser les impôts. Je parle même pas de Trump qui va baisser l'impôt sur les sociétés à 15%. Attendez, il veut même supprimer l'impôt sur le revenu. Oui, bon, ça, on verra. Ça, c'est autre chose. Mais bon, à la rigueur, mais je pense qu'il faut quand même un petit peu d'impôt. Ils vont presque trop loin, les Américains. Pareil sur les dépenses publiques, ils sont à 37% du PIB, ils veulent encore les descendre. Nous, on est à 57% et on veut encore les augmenter. Vous avez vu ce qu'il a dit à Bernard Arnault. Venez chez nous, là. Mais d'ailleurs, le groupe d'LVMH est déjà aux États-Unis, il faut bien le savoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez aujourd'hui, vous prenez les États-Unis, mais il n'y a pas que les Américains. Tous les pays européens, vous prenez le Portugal, vous prenez l'Italie, vous prenez évidemment l'Irlande, mais ça c'est un cas particulier, sont en train de réduire les impôts. Et quand vous faites le comparatif avec ce qui se passe dans l'Union européenne, vous regardez la Bulgarie, etc., des pays comme ça, qui font tout pour attirer les investisseurs étrangers. Restez avec nous, on va faire une petite pause, mais après nous avons des auditeurs, évidemment ça appelle beaucoup Marc Toiti pour entendre cette douce France, cher pays de nos finances. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et oui, le divin budget que nous a étendu et qu'autopsie Marc Toiti, le docteur Marc Toiti, très très connu pour ses activités chirurgicales, nombreuses et variées. Voilà, alors, on essaye. Alors on a, je crois, Vous avez deux appels, André. Le premier, c'est Léo, Aix-en-Provence. Léo, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Léo. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir à l'antenne, André Berkoff, et merci à Marc, que je suis aussi un peu à travers sa chaîne YouTube. Merci beaucoup, Léo. Pour les sujets qui sont abordés. Donc, moi, je suis coach sportif dans le sport et dans le bien-être sur Aix-en-Provence. Donc, je suis en micro-entreprise, ce qu'on appelle plus communément auto-entrepreneur. Oui. Et je rejoins vraiment Marc sur ce dont il a parlé avant. C'est-à-dire que pour beaucoup dans l'auto-entreprise, on est dans le service. C'est-à-dire qu'on vend notre temps de travail, donc on n'a pas de matières premières sur lesquelles on peut déduire de la TVA, etc. Oui. Jusqu'à présent, on avait un plafond de TVA à 37 500 €, ce qui n'était pas énorme non plus, mais bon, pour quelqu'un qui travaille seul, ça permet quand même de dégager un revenu intéressant sans avoir à payer la TVA. Là, en descendant à 25 000, ça nous étouffe complètement. 25 000 €, ça fait un peu plus de 2 000 € par mois. Mmh. Pour ceux qui sont au forfait, vous enlevez 23% de charge URSSAF, vous calculez ce qui reste, 1 500 et quelques euros. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est terrible. Ça fait des petits revenus, surtout que nous, on n'a pas de congés payés, on n'a pas de choses comme ça, on travaille quand même beaucoup. Donc ça a vraiment étouffé notre activité et il va y avoir plusieurs scénarios possibles. En fait, c'est soit on répercute la TVA sur nos tarifs. C'est ce qu'a dit Marc Toiti, oui. Voilà, 20% d'inflation sur les tarifs de toutes sortes d'auto-entrepreneurs dans toutes sortes de secteurs. Bien et sûr. Les clients particuliers vont pas pouvoir suivre, c'est trop. Soit inversement, on n'augmente pas nos tarifs, mais on perd 20% de nos revenus, ce qui est énorme. On peut pas diminuer le revenu de quelqu'un de 20% comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose d'inconcevable. Et après, troisième scénario possible, que je souhaite pas, que j'encourage pas, évidemment, ça va encore plus développer le travail au noir, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui vont se faire payer en liquide, et ça sera complètement contre-productif, puisqu'on va déclarer moins d'URSSAF, il y aura moins de rentrée fiscale. Donc la mesure me paraît complètement incohérente et folle. Et d'autant qu'à notre stade d'auto-entrepreneur, on démarre, souvent on est seul. On a une activité qui est relativement réduite par rapport à une SARL. Et on a besoin justement d'aide et de place pour se développer. Tout à fait. Et ça va limiter le développement économique en fait de plein de petites entreprises qui pourraient se transformer ensuite en SARL et qui vont être étouffés. Les gens préféreront peut-être moins travailler et ne pas passer à la TVA que poursuivre leur activité. Avortement des futurs SARL et compagnie. Marc Toiti, justement, ce que nous dit notre auditeur, ça va développer le travail au noir, en fait. C'est ça risque. Ça risque, on l'espère pas, bien entendu, mais c'est vrai que le drame, c'est que souvent on me dit pourquoi il y a autant d'économies parallèles en France, parce que ça aussi on ne le dit pas, on n'en parle pas, mais c'est au moins 15% de notre PIB. Alors maintenant on sait que l'INSEE... Dans l'économie parallèle, vous incluez le chiffre d'affaires de narco, de bien sûr, drogue. bien sûr. Alors maintenant, justement, l'INSEE introduit la consommation de drogue dans le... On ne sait pas comment elle le fait, parce que c'est... Drogue et prostitution. Et voilà, donc c'est quand même assez incroyable. Mais bon, c'est dans le PIB. Voilà, c'est dans le PIB, mais c'est pas une réalité. Il n'y a pas de recettes fiscales qui arrivent par la suite. Donc c'est ça qui est très dangereux. Ce que je veux tout à l'heure, c'est que voilà, ça peut être inciter certains comportements de la sorte. Donc ça va réduire effectivement les rentrées fiscales. Et puis surtout, le principe de l'auto-entrepreneur, c'est de se dire voilà, on a des jeunes ou des moins jeunes qui sont seuls, qui créent leur entreprise. Et puis au début, on va pas les asphyxier. On les laisse se développer. Puis une fois qu'ils se développent, alors là, effectivement, ils vont continuer à payer. Là, on va abaisser le seuil. Ça veut dire que certains vont se dire, moi, finalement, à 25 000 €, je m'arrête. Ou alors, voilà, je fais une autre activité, etc. Donc c'est très dangereux. Et encore une fois, ça montre que nos dirigeants sont vraiment hors sol. Ils ne se rendent pas compte de la réalité économique. Ils ne savent pas comment fonctionne une entreprise. C'est ça qui est très grave. Non, mais nos dirigeants suivaient Elon Musk en avant-garde. Ils sont déjà sur Mars. Ah, c'est peut-être ça. Moi, je l'ai dans le métaverse, on dirait même. Ils sont dans un autre monde. Je crois qu'on a quelqu'un... Vous avez un deuxième appel de Jean-Marc qui vient de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, monsieur Toiti, comme disait Michel. La connerie à ce niveau-là, ça devient gênant. Et moi, c'est qu'elle est infinie. Oui, dites-nous. Oui, exactement, je balance pas, j'évoque. Ces gens-là, je pense que ces gens-là, en plus, ne sont pas conscients, ils ne le font pas exprès. C'est ça, je crois, le plus malheureux. Parce que vous savez, moi, ça fait 40 ans que je suis entrepreneur. D'accord. Ouais. C'est pas quand même compliqué. Il suffit de baisser les charges et d'obliger l'employeur à redonner cet argent-là aux employés, ce qui va faire augmenter le pouvoir d'achat. Or, le CICE qu'a fait notre ami François Hollande, c'était basé sur le volontariat.
Donc bon, l'humain est ainsi fait que personne n'a redistribué aux employés. Ça a servi, c'était par rapport aux grosses boîtes. Donc ça a servi aux grosses boîtes. Et en plus, il faut dire quand même aux auditeurs, monsieur Toiti, vous devez le savoir, qu'il y a beaucoup de grosses boîtes qui touchent des subventions. Oui, beaucoup de subventions. Alors que les grosses boîtes, pour la plupart, n'ont pas besoin de subventions parce que déjà ils font des gros profits. Donc ils embauchent des gens d'HEC, tout ça, qui ont des gros réseaux. Ils ne travaillent que pour toute la journée, exprès pour toucher des subventions. Sans compter des associations sous prétexte, enfin, qui donnent aussi aux grosses boîtes. Ça, il faut baisser les charges avec une obligation de redonner. Après, deuxièmement, les PME, les TPE qui emploient à peu près 70% d'emplois privés en France, il n'y a aucune banque pour eux. Parce que la BPI, ça s'appelle une banque publique d'investissement, mais ce n'est pas une banque, c'est une société de caution. Avec aucune obligation, même quand vous avez la caution à 60-70%, que la banque vous prête. Donc les banques ont toujours été très difficiles pour un petit entrepreneur. Attendez, vous pouvez pas dire, les PME n'ont pas de banque, si, ils ont des banques quand même. Non, il n'y a pas de banque, André. Il n'y a pas de. La BPI, c'est pas une banque, c'est une caution. Donc la BPI, vous allez la voir, vous allez voir votre banquier. Il monte un dossier. La BPI vous cautionne à 50-70%. Mais la banque n'est pas obligée de vous prêter, même si la BPI vous cautionne. Donc il faudrait une banque. Au Canada, ça le fait, une banque d'État qui vous cautionne à 100%. Et avec une caution à 100%, vous allez avoir n'importe quelle banque, étant donné que vous avez été agréé, votre produit a été agréé par l'État. Et là, alors qu'en France, ce n'est pas du tout ça. Moi, si vous voulez, j'ai toujours été, enfin pas que moi, tous les gens, c'est très difficile. Et plus ça va avec les banques, plus c'est très difficile, si vous voulez. Et le truc qu'on ne prête qu'aux riches, c'est exactement ça. Après, je voudrais... Attendez, on va arrêter là parce que nous arrivons, hélas, en fin de séquence. Mais je voudrais réagir. Cette histoire de banque et de BPI. Non, il y a deux choses, effectivement. Moi, ça fait des années que je clique justement sur la baisse des charges, parce que c'est ça le but. Aujourd'hui, quand une entreprise, on parle du coût du travail en France, qui est le plus élevé du monde, l'un des plus élevés du monde, mais quand une entreprise, elle paye 100, le salarié, à la fin, il récupère 50. En salaire net, ça il faut bien en être conscient. Donc c'est évidemment quand le salarié reçoit, mettons 100 €, l'entreprise paye 200, 250. Voilà, exactement. C'est du simple au double, si vous pouvez faire simple. Mais globalement, c'est sûr que si on baisse les charges que payent effectivement les entreprises pour les salariés et que c'est répercuté sur le salaire, que le salaire net augmente. C'est évident, moi, ça fait des années que je le dis, ça augmente le pouvoir d'achat. Là aussi, c'est inévitable, en améliorant également le fonctionnement. Je dirais quant aux banques, effectivement, alors moi je pense qu'aujourd'hui, il manque un acteur, effectivement, sur le financement des entreprises en France, qu'on a dans beaucoup de pays, qui s'appellent tout simplement des fonds d'investissement, des fonds qui gèrent la retraite. Donc là, vous voyez, vous faites une pierre deux coups. Vous arrivez à sauver la retraite, puis dans le même temps, vous arrivez à financer les entreprises. La capitalisation à côté de la répartition pour les retraites. Et parce que, encore une fois, à quoi servent des fonds de pension, comme on les appelle, des fonds de retraite? Ça ne sert pas juste à gagner de l'argent comme ça en bourse, normalement. Ça sert également à financer les entreprises. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays où beaucoup d'entreprises sont financées non pas par des banques, par justement des fonds d'investissement qui ont de l'argent, mais qui ont cet argent bloqué pendant 30-40 ans. Donc là, elles peuvent prendre des risques. Ces fonds d'investissement, ils peuvent prendre des risques, et donc ça permet de financer les entreprises. Mais donc, globalement, aujourd'hui, avec tous les ratios qu'ont les banques et autres, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Certaines banques acceptent, mais mais on se rend bien compte que, moi, je veux terminer par l'optimisme, c'est encore possible. On peut encore sauver la France. Il y a des mesures à prendre. Il faut baisser les impôts, baisser les charges, réduire les dépenses, notamment de fonctionnement. Et là, on peut encore sauver la France. Donc moi, je rêve qu'un jour ou l'autre, j'espère prochainement, on aura des dirigeants qui pourront sauver la France, parce que là, ça devient dramatique. C'est ça qui est bien avec Marc Toiti, il finit toujours sur une note optimiste. On peut, à condition, on connaît les gens qu'il faut, les colonnes vertébrales qu'il faut, le courage qu'il faut, et la volonté qu'il faut. Et la volonté, tout à fait. Vœux pieux, espérons-le, ça arrivera.